de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il y a des gens qui pardonnent. Ils sont jeunes, ceux qui sont pas mon émission. La place de mon gouvernement. Ils sont pour ça rien que pour tout ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bonsoir, bienvenue à votre émission qui essaie de vous mettre au parfum de l'actualité. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons juste parler sur le jeune et l'engagement politique, quid sur les enjeux et les dangers de la classe politique en République démocratique du Congo à ce qui concerne notre jeunesse. Bras de fer au sein de l'IDPC. Où va la finalité de cette histoire? La situation sécuritaire dans la partie est de la station, les propos tenus plutôt par l'ambassadeur de la culture, Kofi Olomide, ne cesse de défrayer aussi la chronique. Tout ça fait débat sur ce plateau avec notre très cher invité. Il s'agit de Héritier, Monsieur Héritier Ngasi, qui est juste le cadre et communicateur de la FDC. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci Mamel Ali pour cette invitation. C'est une grande première de notre chaîne Show TV, la chaîne à notre papa Walesa Kabundi, un homme de Dieu puissant qui ne cesse de nous impressionner par les qualités, par sa personnalité, mais aussi par son engagement dans l'éveil de notre jeunesse, mais aussi de la nation congolaise. Pour plusieurs fois, il a prié pour la nation congolaise. Il ne cesse évidemment de marquer son temps, de marquer son air dans le service divin. Donc, me retrouver ici, je pense que je bénéficierai de la puissance surnaturelle qu'il y a dans ce lieu ici. Exactement. Je suis cadre et communicateur au sein de l'AFDC du professeur Modeste Barati. Nous sommes au sein de l'Union Sacrée. Je suis venu répondre aux préoccupations pertinentes de vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous ouvrons quand même cette émission avec votre famille politique à FDC parce que Kofi Olomide fait partie aussi de votre famille politique. Les propos tenus, c'est un test de toucher, surtout de remonter aussi l'attention de la population congolaise. Quel est votre point de vue? D'abord, Kofi a tenu ses propos pas en tant que cadre de l'AFDCA, il a tenu ses propos en tant qu'artiste musicien. Il a été convié dans une mission qu'on appelle les paniers à la RTNC en tant qu'artiste musicien. Et de ce point de vue, il faut faire la part des choses quand il émet un point de vue en tant que politique ou quand il émet un point de vue en tant qu'artiste. Au-delà du rideau aussi, rien n'empêche moi, aux analystes politiques, rien n'empêche aussi aux journalistes de découvrir au moins qui se cache derrière Kofi. En fait, Kofi, vous le connaissez très bien, c'est un homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, il dit tout ce qu'il lui pense par la tête. Mais cependant, moi, personnellement, j'ai été dessus que Kofi Olomide, en tant qu'ambassadeur de la culture congolaise, évidemment, vend une image négative de notre République. Mais aussi amène à démoraliser les hommes qui sont au front, qui, évidemment, font des sacrifices énormes. Ce sont des pères de famille. Vous savez, le métier de militaire, c'est le seul au monde que, vous savez, en allant, je vais pour mourir. C'est le seul métier au monde. Ces gens méritent un minimum de respect et de considération. Dire que nous ne sommes pas en guerre, alors que nous dénombrons chaque jour les victimes, tant si civiles que militaires, c'est jeter évidemment du discrédit, mais aussi cracher sur nos morts. Et donc, Kofi Olomide, il est allé un peu plus loin, lui-même l'a reconnu, il a fait amende honorable. Je pense que la nation congolaise doit lui pardonner pour cette erreur. C'est un égarement, c'est un écart de langage. Il ne pouvait pas aller si loin dans un moment où le pays est secoué
par des crises multiformes, notamment sécuritaires, nous imposées par les ennemis de la paix, les artistes, les ambassadeurs de la culture congolaise doivent vous prêcher par, évidemment, booster le mental des militaires au front, mais aussi appeler à l'unité. Ces genres de discours tendent à nous diviser. Donc, ça, je donne mon avis personnel. Et comme Kofi a tenu ses propos en tant qu'artiste, il a évidemment fait volte-face, il a fait mais culpa, mais je ne suis pas d'accord que la justice continue à prendre à bras le corps ces dossiers. Déjà, par l'interpellation lui faite par le CESAC, mais aussi la déclaration qu'il a faite au sortir de cette audience, moi je pense que c'était suffisant, largement suffisant pour taire les bruits et taire les bruits des sirènes. Voilà, c'était largement suffisant, mais de toute façon, il était aussi invité à pouvoir se présenter à la justice, mais dommage, un silence radio depuis l'autre côté de nos frontières en Afrique du Sud. Quel avis portez-vous par rapport à son silence aussi et son absence devant la justice congolaise? Je pense qu'une convocation, une invitation n'est pas une convocation. Les hommes doivent coopérer avec la justice. Il en va de soi pour notre paix et pour aussi leur sécurité. La justice lui a reproché d'un certain nombre de choses. Il est évidemment de bon aloi qui se présente devant elle pour présenter les moyens de défense. N'est pas y aller. Et peut-être qu'il aurait avancé les arguments pour lesquels il n'est pas présent ou il ne serait pas présent par les biais de ses avocats. Il y a aussi un problème ici en République démocratique du Congo. Personne n'est allé vérifier si la représentation ou les conseils de Kofi Olomide s'est représenté et présenté au jour de l'invitation. Mais peut-être que les gens voulaient voir personnellement l'artiste Kofi Olomide et répondre à l'invitation lui lancée par les procureurs près la Cour de cassation. Peut-être ses avocats se sont présentés, mais comme on n'a pas vu l'artiste Kofi Olomide, on continue à supputer dans ce sens-là. Merci beaucoup. On tourne-moi cette page sur la crise sécuritaire dans la partie Est avec les propos tenus par l'ambassadeur de la culture, Kofi Olomide. Ouvrons une nouvelle page aussi, c'est l'actualité. Du côté de l'IDPS, bras de fer, quel commentaire? Bon, en fait, comme sociétaire de l'Union sacrée, je ne peux pas émettre un point de vue. L'UDPS est un fait privé au même titre que l'AFDC et d'autres formations politiques. Nous sommes tenus au droit des réserves de ne pas commenter sur les affaires internes d'une formation politique. Mais là, je vais donner un point de vue en tant que membre de l'Union sacrée. Parce que l'UDPS est le parti phare de l'Union sacrée. Vous savez, la coalition parlementaire ou la majorité parlementaire se forme autour d'un parti politique. C'est d'abord un parti politique qui demande, qui sollicite auprès des autres partis politiques de constituer une majorité parlementaire, enfin de mettre en place un programme de gouvernance. L'UDPS comme parti phare de l'Union sacrée devait prêcher par l'exemple. L'exemple dans le comportement politique, dans les agissements politiques. Parce que ce qui empêche l'UDPS d'être évidemment au rendez-vous de l'histoire porte préjudice aussi dans le fonctionnement global de l'Union sacrée. Je vous donne un exemple. Nous avons arrêté un certain nombre de principes. Il faut avoir 10 députés nationaux pour avoir un fauteuil ministériel. L'AFDCA a 40 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 sénateurs. Au regard de notre poids politique, nous devions avoir 3 ministres, 4 ministres. Mais par conséquent, jusqu'à ce moment, dans le gouvernement Mama Sumuna, nous n'avons que 2 petits ministères. Le ministère de la formation professionnelle et celui du travail. Or, au regard de notre poids politique, on devait en avoir autant. Il y a eu un problème d'ordre organisationnel, ce qui a mené le clientélisme, le favoritisme. On a arraché les postes qui revenaient à d'autres formations politiques pour en donner aux amis, aux camarades, ainsi de suite. Si le membre de l'UDPS dénonce cela à l'interne au sein de l'UDPS, voyez-vous que ça a aussi de l'impact sur l'ensemble de la coalition. S'il y a eu favoritisme au sein de l'UDPS et que l'UDPS est ce parti phare qui doit promouvoir, protéger la coalition, mais l'UDPS la fragilise à travers des actes notamment de clientélisme comme dénoncé par les sociétaires de l'UDPS. Quand vous voyez un homme comme Eteni Longondo, vous voyez les comptes de Cheko Beya et consorts, ce ne sont pas quand même des moindres, ce sont des acteurs politiques majeurs. Quand ils mettent un point de vue sur le fonctionnement, vous avez le professeur Tulumbu qui aussi a dit
lors de la rencontre avec Maman Marthe, à des termes clairs, avait dit que le parti est mort. Si l'UDPS est mort, il en va de soi que la coalition aussi peine à se stabiliser. C'est comme ça qu'on a des nominations monnayées. Vous avez le clientélisme et le favoritisme. Donc, ce qui se passe dans l'UDPS a de l'impact sur la coalition et nous appayons les frais parce que nous ne sommes pas évidemment traités à notre juste valeur. Nous réclamons justice. Un gouvernement ne peut pas être assis sur fond de corruption, de clientélisme. Vous avez des gens qui ne méritent pas d'être dans le gouvernement, mais parce qu'ils sont amis à X ou amis à Y, et ils se retrouvent au gouvernement. Conséquence, vous avez un gouvernement issu sur fond de corruption, de camaraderie, de clientélisme. Et donc, l'AFDC, nous avons vu à travers nos fédérations, la fédération du Sud Kivu, celle du Maniema, tout comme du Ouélé, ont demandé au regroupement d'organiser un congrès, afin que nous clarifions notre position au sein de la coalition parlementaire. Donc, voyez-vous, ce qui se passe à l'UDPS a de l'impact sur l'ensemble de la coalition majoritaire. Une chose, les partis phares doivent travailler pour préserver la coalition, la maintenir. Mais lorsque les partis phares travaillent pour déstructurer la coalition, décourager les partenaires à travers les règlements des comptes, à travers le parjure, à travers les mensonges. Par conséquent, il y a crise de confiance qui s'installe. Et quand cette crise de confiance s'installe, nous le verrons aussi à travers les actes de gouvernement. Et c'est comme ça que l'UDPS a intérêt d'être unis. Il en va de soi de l'efficacité des actions gouvernementales, mais aussi de l'aide que nous devons offrir au président de la République en tant que haute autorité du pays, mais de l'Union sacrée. Merci beaucoup. C'était juste votre point de vue par rapport à la crise, il faut le dire ainsi, au sein de l'UDPS ces derniers temps. Alors, revenons sur notre sujet du jour, le jeune et l'encadrement plutôt en politique, quid sur les enjeux et les dangers de la jeunesse dans la classe politique. Avant tout, quel regard portez-vous sur la jeunesse congolaise? Bon, je me rends compte que la jeunesse congolaise a avancé de quelque part, mais aussi a reculé de beaucoup de pas. Avancé de beaucoup de pas parce que nous sommes à l'ère du numérique. Le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes interconnectés. Nous avons un flux d'informations que hier nos parents et nos grands-parents n'avaient pas. C'est ce qui est comme atout par rapport à cette jeunesse. Mais ce que je trouve à l'opposé et ce qui est négatif, que nous avons régressé, c'est que la moralité qui a caractérisé nos grands-parents, nos parents, et cette conscience d'appartenir à cette nation tend à s'effriter au fil du temps. Aujourd'hui, nous parlons plus sur l'ego qui caractérise les partis politiques, cet ego qui caractérise aussi la jeunesse. Il y a une autre chose, nous avons un problème nous avons besoin de gains faciles, gagner tout de suite et rapidement. Pourtant, nos parents savaient la planification. Ils étaient patients, ils pouvaient planifier une chose et la gagner après 10, 30, 40 ans. Donc, nous n'avons pas cette capacité-là de résilience. Nous voulons gagner et rapidement. On ne sait... Partant de ça, c'est l'engagement civique qui pose problème ou bien c'est la prise de conscience qui Il y a un problème global. La société doit être un cadre qui permet aux jeunes de s'épanouir, d'être intégrés. Mais les cadres normatifs mis en place, la société a délaissé la jeunesse. C'est comme ça que la jeunesse s'est trouvée devant un fait accompli. Elle a développé des mécanismes de survie. Nous avons notamment la délinquance juvénile, les Koulouna, qui est une forme de réponse à cette société qui n'a pas pu encadrer cette jeunesse délaissée. Vous avez la délinquance juvénile, vous avez, c'est tout ce que nous avons, toute forme de banditisme, vous avez cette dépendance à la drogue, à l'alcoolisme et ainsi de suite. Vous avez toutes ces antivaleurs qui entourent l'activité de la jeunesse. C'est lié notamment au conditionnement dans lequel cette jeunesse a été placée. Il y a quelques exceptions, quelques jeunes qui tentent de sortir du lot, mais l'ensemble de la jeunesse se trouve dans ce trou noir et profond dans lequel il est difficile à s'en sortir. Alors, 64 ans plus tard, de toute façon, jour pour jour, pour la République démocratique du Congo, s'il faut faire la réforme à la classe politique, soit la réforme de notre jeunesse congolaise, par où faut-il commencer? Il faut commencer par les institutions de socialisation des masses. Ces institutions de socialisation des masses forgent un idéal type,
forge un portrait robot de la jeunesse. Ces institutions de socialisation, c'est la famille, c'est l'église, c'est l'école. C'est comme ça que je salue ce qui se passe ici, notamment auprès de l'évangéliste Kabundu Alessa. Vous avez cette capacité à responsabiliser la jeunesse. La jeunesse, c'est la prière, mais après la prière et avant la prière, c'est le travail. Okay. Il faut responsabiliser cette jeunesse à comprendre qu'il doit gagner sa vie à travers le travail. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de spécialisation. Vous êtes utile parce que vous servez à quelque chose. Vous servez à quelque chose parce que vous connaissez quelque chose. Mais malheureusement, cette jeunesse déteste la formation. Cette jeunesse voudrait la vie facile. C'est comme ça on se lance dans des pratiques, notamment ce qui s'est passé à Dubaï. Dubaï porte à porte. Vous avez de réalité. Nous sommes déversés dans des réalités dans l'immoralité. Parce qu'on veut gagner, parce qu'on refuse de travailler, parce qu'on refuse de nous engager sans abandon. Donc, les réformes, ce sont des institutions de socialisation de masse. La famille doit évidemment mettre en place un idéal, un portrait de jeunes. Aujourd'hui, nous avons assisté à une démission de l'autorité parentale. Ces parents qui n'ont pas assez de moyens sont incapables à pourvoir aux besoins de leurs enfants. Ces enfants sont abandonnés à leur titre sort. Et ainsi, ils forment une forme d'éducation, une éducation de la rue. C'est comme ça que vous avez les jeunes qui font les Kuluna. Dans leur quartier ici, ce sont des jeunes dont l'âge varie entre 13 à 27 ans, 20 ans. C'est-à-dire ils sont dans la fourchette des enfants qui devaient être éduqués, formés, encadrés. La démission de l'institution famille a laissé les enfants de la rue. Vous avez l'école qui devait poursuivre aussi ce travail éducatif lancé par la famille. Mais malheureusement, le système éducatif que nous disposons est inadapté à nos réalités. Inadapté parce que les cours qui devaient communiquer la moralité, les valeurs, qui devaient communiquer le civisme aux enfants, ces cours, pour la plupart, ont été supprimés. Je veux vous surprendre. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui terminent même à l'université, qui ne maîtrisent même pas 15 articles de la Constitution? Alors que la Constitution, c'est notre fondement. C'est le fondement de cette société, c'est le pacte républicain. En tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, en tant que citoyen, outre la parole de Dieu, qui est notre référentiel dans l'action, c'est notre Constitution. Mais combien de jeunes connaissent la Constitution? Parce qu'ils sont très loin des connaissances, ils sont très loin de la formation. Les donc, parents, les cours de civisme et de formation inculquaient le sens le sens de l'existence à l'être humain. De faire comprendre pourquoi il est dans ce monde, quel est son rôle, quelle est sa partition, quelle est l'importance qu'il rêvait. Ce sont toutes ces choses qui nous sommes ici en train tout simplement de décourager parfois les enfants. Nous avons un système éducatif qui classe les enfants qui n'échouent pas, qui leur donne des noms, des stigmatisations, ainsi de suite, plutôt d'encourager ceux qui émergent, ceux qui font preuve d'émulation. Donc, il y a un travail de fond à comble qu'il faut abattre dans ce secteur-là. Vous avez évoqué les problèmes des parents, vous avez évoqué les problèmes des écoles. Alors, l'apport de l'État congolais dans tout ça, parce que c'est lui aussi, parmi les 3 parents qui devaient juste jouer son rôle. Croyez-vous qu'il joue son rôle comme il faut, ou bien c'est l'abandon aussi comme les parents, l'école, ainsi de suite? L'État congolais agit à travers les moyens de socialisation de masse. L'école est régie par la loi. Il fait partie de matière stratégique de l'État. La famille, c'est tout ce que l'État met en place comme social, comme politique publique pour que les parents soient capables de subvenir aux besoins de ses enfants, mais aussi être capables d'assurer une bonne éducation aux enfants. Si l'État ne peut pas assurer les autres besoins fondamentaux, les besoins fondamentaux du citoyen, il en va de soi que la famille n'ait pas que la famille ne soit pas une structure de qualité. Et si cette structure n'est pas de qualité, elle engendre des enfants qui ne sont aussi pas de qualité. Donc, l'État congolais doit davantage investir pour créer la richesse, laquelle richesse elle doit distribuer de manière équitable pour sortir d'abord les familles de la pauvreté. Les familles pauvres ont plus de tendance à produire des enfants aussi pauvres et des enfants mal éduqués. Parce que, d'après nos statistiques, les enfants qui font le Kuluna, ceux qui vivent dans la délinquance juvénile, sont issus des familles défavorisées. C'est dans ces milieux qu'on trouve aussi les taux de grossesse
indésirable élevé. Vous avez des filles mères, c'est toujours dans ces milieux. Donc la pauvreté est un facteur prépondérant dans la déstructuration de la société. Si l'État réduit et combat la pauvreté, réduit la pauvreté de manière drastique, évidemment, la qualité de la famille, cette institution va aussi s'améliorer. Et quand cette qualité s'améliorer, eh bien, nous aurons des enfants qui deviendront des citoyens aussi responsables et capables de jouer leur rôle au sein de la société. Comme nous parlons sur l'engagement en politique de notre jeunesse, quelle est l'importance de toute façon de cette jeunesse de pouvoir s'engager, se donner en politique, surtout en RDC? La Bible, la parole de Dieu dit, lorsque les angistes gouvernent, le peuple gémit. C'est-à-dire quoi? Il y a une corrélation entre la qualité de la gouvernance des gouvernés et le bien-être social. La jeunesse qui est victime, elle est à la fois victime, mais aussi responsable de sa situation, doit se réveiller. Comment se réveiller? Pour changer la gouvernance du pays. Parce que comme on le dit, si vous ne vous occupez pas de la politique vous occupera de vous. La politique, c'est tout. La politique, c'est le secteur sanitaire, la santé. La politique, c'est l'éducation. La politique, c'est l'infrastructure routière. La politique, c'est le bien-être social. La politique, c'est cette méga structure qui organise la société. Et donc, si vous prenez vos distances de cette institution, de cette organisation, eh bien, elle fera des choses sans vous. C'est comme ça que les jeunes doivent s'engager en politique pour changer la donne, pour changer la trajectoire de la situation, pour améliorer les choses en tenant compte de leurs revendications, de leurs préoccupations. Parce que les jeunes sont le plus exposés, parce qu'ils sont majoritaires, mais aussi c'est dans cette catégorie qu'on trouve beaucoup de marginalisés. Donc, elle doit s'engager pour pouvoir apporter son apport, apporter sa contribution dans les réformes qui doivent réorganiser la société pour son intérêt. Alors, s'il faut évaluer l'apport de la jeunesse, de toute façon, bien que nous fêtons 64 ans de l'indépendance, mais il y a ceux-là aussi qui ont de 30, peut-être demi aussi l'âge de l'indépendance. Qui sentez-vous comme étant apport de notre jeunesse au sein de la politique congolaise? D'abord, je n'aime pas cette catégorisation entre jeunesse et vieux du point de vue de compétences. Parce qu'il n'existe pas de compétences pour de vieux tout comme de jeunes. Mais tout simplement, je me dis, la jeunesse, c'est la force, c'est la vigueur. La vieillesse, c'est la sagesse. Cette combinaison entre la sagesse d'une part et la vigueur produit la société. Nous devons être aux côtés des vieux pour apprendre, évidemment, pour nous ressourcer, pour évidemment comprendre leurs failles, leurs faiblesses, leurs apports, pour que nous ne réécrivions plus l'histoire de la même manière que nos aïeux. Nous pouvons écrire l'histoire, mais en y apportant notre touche personnelle, en tenant compte de leurs erreurs, mais aussi de leurs atouts. J'ai une histoire fabuleuse, c'est l'histoire de l'indépendance de notre pays. Tous ces jeunes que vous voyez, le président Kasavubu, Lumumba, toute cette délégation était constituée de jeunes de mon âge. Mais est-ce qu'à cet âge que moi j'ai aujourd'hui, nous avons des jeunes capables de se surpasser comme Lumumba? Est-ce que nous avons des jeunes capables de se surpasser comme Kasavubu? Ils sont invités. Où se trouve le blocage? Où se trouve le problème? Le blocage, c'est qu'au fil d'années, cette jeunesse s'est déstructurée. Elle a perdu sa saveur, elle a perdu sa quintessence au fil d'années. Et donc aujourd'hui, nous avons le résultat d'une société qui s'est détériorée au fil d'années et qui a aussi détruit en définitive sa jeunesse. Ça peut être suite à un problème. Maintenant, on veut juste savoir au-delà du rideau. Qu'est-ce qui se cache? Au-delà du rideau, c'est que la jeunesse, c'est le fruit de la préparation, c'est le fruit de l'organisation. Si l'organisation, depuis 60 ans, a été médiocre, elle a produit cette jeunesse médiocre. Nous devons revoir de fond en comble les systèmes. Le système doit imposer un idéal type d'homme. Il n'y a pas que l'éducation, il y a la justice. Parce que la justice, lorsque l'éducation faillit, la justice doit remettre les choses sur les rails. Mais quand vous avez une justice sélective, une justice à double vitesse, vous avez une justice au service des riches, par conséquent, elle ne redistribue pas l'équité, l'égalité. Et c'est comme ça que même les jeunes qui ont failli
dans la formation, espérant qu'en iront en prison, dans le centre de réinsertion, ils pourront évidemment changer. Vous avez des gens qui rentrent de la prison, qui deviennent 3 fois, 4 fois plus dangereux avant d'y aller. C'est-à-dire que la justice n'a pas aidé aussi à forger un type d'homme. Donc, ce sont tous ces secteurs de la vie nationale qui doivent être réformés en profondeur. Si elles sont réformées, évidemment, vous aurez une famille de qualité, vous aurez une société de valeurs, une société où les gens se battent pour défendre la moralité et non les anti-valeurs. Vous avez parlé juste d'un point là que j'ai beaucoup aimé, sur l'exposition de la jeunesse en politique. Maintenant, jeunesse et politique exposée, quelle voie faut-il suivre face à cette réalité? D'abord, la première chose, la jeunesse doit se rendre compte qu'elle n'est pas l'avenir de demain. C'est l'avenir d'aujourd'hui. Comment ça? La jeunesse, comme les gens le disent, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Non, la jeunesse c'est l'avenir d'aujourd'hui. Parce qu'à l'âge que j'ai, c'est l'âge auquel Lumumba a été Premier ministre. J'attends quoi? Qu'est-ce que je dois attendre pour jouer ma partition de la Constitution? L'initiation en politique, la formation peut-être, l'encadrement. Il y a une chose, il y a une chose. Le système de clientélisme que nous avons mis en place ne favorise pas l'émergence des qualités et des talents. Ce sont des coteries, ce sont des camaraderies, c'est la famille, ainsi de suite. Vous pouvez avoir autant de talents, être petit de talents, mais quand vous n'avez pas un parrain, quand vous n'avez pas quelqu'un qui vous porte, vous allez trimer dans la misère. Il sera difficile qu'on détecte vos talents, vos qualités. Vous avez des nominations, il y a des gens qui vous disent, mais comment on a nommé celui-ci? Pourquoi on n'a pas nommé celui-là? Donc, on sent que nous sommes dans une société qui a encouragé l'injustice, l'absence de méritocratie. Parce que dans un système normal, les jeunes pouvaient émerger aussi librement en fonction de leurs compétences, de leur qualité. Mais si le jeune n'émerge pas, parce qu'il y a un blocage, le système sélectionne des gens en fonction des acquaintances, en fonction des liens qui n'ont rien à voir avec la rationalité et l'objectivité. Nous devons nous battre pour obtenir cette indépendance, déverrouiller le système pour que le système ne soit pas seulement un lieu de famille, un lieu de complaisance, mais un lieu qui est en train de promouvoir les talents. Parce que les talents, ils n'en manquent pas comme les jeunes. Il faut encore du temps. Beaucoup de temps. Je vis dans ces gouvernements. Vous avez quelques jeunes qui ont été promus. Je vois mon frère et ami Constant Moutamba. Constant, que j'ai connu dans le mouvement citoyen. Le voir ministre de la Justice est une fierté pour moi. Mais cependant, il doit démontrer c'est pourquoi il a été promis comme ministre de la Justice. Des jeunes, il y en a beaucoup. Mais je vois des jeunes qui se comportent comme des vieux. Un jeune qui a un esprit démodé, usé comme un vieux, improductif, un jeune qui est pétré dans les anti-valeurs plus que de vieux. Le problème, c'est jeunes ou vieux, le problème, c'est les valeurs. Si nous travaillons tous, jeunes et vieux, pour promouvoir les valeurs, nous aurons une société juste et équitable où tout le monde a sa place. Le jeune et l'engagement en politique, c'est ça juste notre thématique. Mais la question que nous posons beaucoup plus, c'est sur les enjeux et les dangers dans cette politique en République démocratique du Congo. Oui. S'il faut orienter, s'il faut cadrer cette jeunesse, par où faut-il les orienter? Madame, moi qui vous parle sur ce plateau, j'ai été victime d'un enlèvement le 2 mars. À cause de mes positions tenues sur le plateau, j'ai été jeté à Songololo, au Congo central, après 3 jours de mon enlèvement. Il y a eu des pressions ici dans tous les sens. Mon parti s'y est investi et on a dit bon, j'ai été retrouvé sain et sauf. Ça veut dire que le monde dans lequel nous avons décidé de militer, c'est un monde où il y a les dangers. Les dangers partout. Les dangers partout. Il y a des chauffeurs qui perdent leur vie en conduisant. Il y a ceux qui perdent leur vie même en buvant la boisson. Mais l'essentiel, c'est que nous devons nous battre pour les causes nobles. Et nous estimons nous engager en politique, c'est une manière pour nous de démontrer notre attachement indéfectible à la nation. Et donc, peu importe le danger, nous surmontons ce danger pour justement imposer notre manière de voir, imposer notre nouvelle méthode. Nous avons estimé depuis 1960, les gens ont travaillé, mais le Congo n'a pas beaucoup avancé. Maintenant, il est temps que nous nous levions pour que nous donnons notre part de contribution de la construction de l'édifice du Congo. Là, c'est du côté des dangers, alors les enjeux. Les enjeux, c'est que la jeunesse, c'est une force. La jeunesse est une ressource. C'est dans cette catégorie qu'on trouve la main-d'œuvre de qualité. C'est dans cette catégorie que nous trouvons la vigueur, la force. C'est dans cette catégorie qu'on trouve l'imagination. Et donc, cette jeunesse est un atout. Il faut évidemment
l'utiliser à bon escient pour l'essor économique, pour le travail et ainsi de suite. Donc, un pays comme le nôtre, constitué d'une population à majorité jeune, c'est un atout. Il faudrait que nous capitalisions sur ça en termes du marché d'emploi, mais aussi en termes du marché de consommation. Parce que le jeune, c'est de la consommation. Le jeune, c'est la vie, c'est le goût à la vie. Et ce sont toutes ces choses merveilleuses que la jeunesse apporte. Donc, nous avons un avantage d'avoir une population jeune. Ailleurs, on le cherche. En Chine et ailleurs, vous avez des populations qui ont fléchi, qui tendent vers la vieillesse. Mais ici, nous avons des jeunes. Nous avons la vigueur, la force de travailler et la force d'imaginer. Qui vivra verra vraiment la vigueur, la force de cette jeunesse, 60 ou bien aux environs de 30 ans, 40 ans. Oui. Après, c'est fini pour aujourd'hui, nous vous disons merci. Le temps nous a fait défaut. On avait énormément de choses à se dire, mais comme l'émission était très intéressante, je n'ai pas vu l'heure. Je pense que c'est une première. Je serai disponible à chacune de vos invitations. Merci beaucoup. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous disons merci pour votre fidélité, attachement. On n'a pas pu vraiment réagir à vos messages, mais prochainement, de toute façon, suivez la réalité de cette émission les samedis à 10h30. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bazwaki pardon. Bazali baje. Biso baje ya lelo soki to bamoni biso na place moko to bazana posa na biso bazalaka na rien que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Chanter